Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Je suis sûre que je ne suis pas la seule à trouver que le monde fait un petit peu flipper en ce moment. Alors, est-ce que c'est une distorsion de la réalité ? Est-ce que notre monde trop connecté vient jouer sur nos plus grandes peurs ou est-ce qu'il y a vraiment un problème en 2025 ? Si vous êtes une mère féministe et engagée comme moi ou un père féministe et engagé comme moi, alors je crois que vos doutes sont légitimes. Je dirais pas qu'ils sont réalistes, j'ai pas la capacité de faire un scan du monde entier, mais en tout cas ils sont légitimes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'espoir, malgré la situation. Alors déjà, c'est quoi l'espoir ? L'espoir, c'est le fait d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. Moi, par exemple, j'ai l'espoir que ces temps instables viennent en fait mettre en évidence notre force et notre puissance. J'ai espoir que le travail que l'on effectue au quotidien en tant que parent vienne se révéler au grand jour dans le futur, parce que oui, votre travail de parent, qui vous prend un temps fou, qui vous anime, qui vous questionne, aura forcément un impact sur les générations futures. Si on fait un petit peu l'état des lieux en ce moment, je sais que c'est assez déstabilisant de voir que le droit des femmes recule en 2025, notamment dans des endroits comme l'Iran, l'Afghanistan, qui perdent chaque jour un peu plus leur droit d'exister, tout simplement. Je parle des femmes, évidemment. Les Américaines, elles, ont vu leur droit reproductif être bafoué lorsque la Cour suprême a annulé en juin 2022 le droit à l'avortement pour toutes, à l'époque, promulgué en 1973. Depuis, on le sait, la santé des femmes est mise en péril chaque jour dans les États qui n'ont pas légiféré pour autoriser le droit à l'avortement. Donc c'est vraiment une question de santé publique. Chez nous en Europe, l'extrême droite et ses valeurs rétrogrades qui pénalisent les femmes, il faudra le dire et le redire, prend de plus en plus de place et de pouvoir. Donc ça aussi, c'est un des faits qui nous font un petit peu perdre espoir de temps en temps. Il y a aussi la trend aux États-Unis qui s'appelle les trade wives. C'est un phénomène américain qui promeut un retour très genré des rôles au sein des foyers. Ces trends, elles envahissent les contenus sur les réseaux sociaux. Et moi, ça me laisse personnellement très dubitative parce qu'au sein de ce phénomène se répand l'idée donc que la femme doit rester s'occuper des enfants, du foyer et de son mari sans gagner d'argent, pendant que l'homme, lui, s'octroie le statut d'unique pourvoyeur du foyer familial. Est-ce que c'est mal de vouloir rester à la maison et produire un travail au sein du foyer ? Absolument pas. Pas du tout. Vraiment, absolument pas la question. Ce qui me gêne en revanche, c'est le manque d'indépendance financière de ces femmes qui, en plus, sur les réseaux sociaux, sont souvent à dévaluer le féminisme, alors qu'elles-mêmes ont la capacité de produire du contenu sur Internet de manière libre, parce que plusieurs générations de femmes avant elles ont acquis des droits fondamentaux pour notre liberté. Donc c'est un petit peu particulier, ce mouvement des trade wives qui, en fait, bénéficient simplement du travail sur le long terme qu'ont fourni nos grands-mères, nos mères pour nous permettre d'avoir un compte en banque sur l'autorisation de notre mari ou notre père, de pouvoir divorcer si on avait envie, de pouvoir accéder à des postes avec des hautes responsabilités, de pouvoir gérer notre argent comme on en avait envie. Donc voilà, il y a un petit parfum de retour en arrière en ce moment dans nos droits et dans la façon de voir le monde qui est assez polarisée ces dernières années. Je crois qu'on est beaucoup à se dire on avait la sensation que le monde allait mieux, qu'on élevait des enfants dans un monde plus juste, plus égalitaire, que les petits garçons avaient le droit d'exprimer leurs sentiments, les adolescents garçons notamment étaient plus respectueux des filles, mais
force est de constater qu'il y a beaucoup de chiffres pour l'instant qui vont dans l'autre sens. Donc toute cette ambiance générale fait qu'on peut vite se sentir un petit peu impuissant et peut-être on peut vite se sentir impuissante, nous les femmes, et peut-être impuissants. En tout cas, j'espère qu'il y a des pères qui se sentent un petit peu impuissants et qui prennent la mesure de ce qui est en train de se passer face à ce retour en arrière. Mais est-ce qu'on doit sombrer, capituler et se dire que ça ne sert à rien de continuer d'essayer de faire avancer la société ? Non, heureusement que non. Et je vais vous donner à chaque fois des petits exemples avec des motifs d'espoir. Mais le premier motif d'espoir, c'est que vous êtes des centaines de milliers à écouter ce podcast. Et donc, ça fait qu'on a toute une génération de parents qui s'interrogent, qui lisent des livres, qui n'écoutent pas forcément ce podcast, mais en tout cas qui se remet en question, qui accueillent avec un petit peu plus de gentillesse les comportements parfois difficiles des enfants, hein, soyons très honnêtes, mais en tout cas qui a conscience que pour élever des enfants dans la sécurité et l'amour, eh bien, on a le pouvoir d'aider nos enfants à aller dans ce chemin-là. Je sais qu'il y a de plus en plus de femmes, par exemple, si vous m'écoutez, qui accèdent à des postes de pouvoir, même si c'est toujours difficile. Il y a de plus en plus de couples qui repensent leur organisation pour que le déséquilibre financier dû à la parentalité s'atténue. Il y a de plus en plus d'hommes de notre génération qui comprennent les mécanismes du patriarcat et qui sont des pères à la hauteur. Donc tout ça, ce sont des motifs d'espoir, de se dire que tout ce qu'on est en train de cultiver maintenant, ça va porter ses fruits pour un petit peu plus tard. On est dans une période, moi, que j'associerais à une période trouble, de changement, et parfois, le trouble, ça redonne de l'eau claire. C'est ça qu'il faut se dire. Ça purge. C'est en train de faire son nettoyage de fond pour retrouver un petit peu plus de calme par la suite. En tout cas, c'est mon intime conviction, parce que si on perd espoir, ça ne sert plus à rien, en fait, d'essayer de changer les choses. Donc, il y a encore beaucoup d'espoir, je crois, de ce côté-là, même si la réalité du recul du droit des femmes est là. Dans plein de pays. Pour l'instant, nous, on est épargnés et tant mieux. Mais quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, effectivement, ça fait flipper. Quand je vois les directives que Donald Trump envoie aux entreprises françaises, clairement, on peut se dire que il va falloir être forte et fort, ensemble, unis, pour arriver à faire briller la lumière, parce que je crois que c'est ce qu'on essaye de faire, nous, en tant que parents, quand on est persuadés que la gentillesse, la bienveillance, le respect sont des piliers de notre éducation. Alors, il y a aussi, donc je vous disais, il y a le recul du droit des femmes qui peut nous perturber, il y a aussi la montée de la masculinité toxique, ça, faut être tout à fait clair avec. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, et vous me le demandez très souvent sur les réseaux sociaux, qui se demandent comment élever des petits garçons féministes, parce que c'est vrai que je parle beaucoup pour mes filles, moi qui ai 3 filles, de comment on leur apprend le consentement, comment on les entraîne à avoir confiance, on leur fait prendre de la place dans cette société, et je peux pas parler, moi en tout cas, de mon expérience personnelle avec des petits garçons. Mais c'est vrai qu'élever des garçons féministes, c'est un enjeu majeur, qui comprennent les enjeux des relations de pouvoir dans ce monde dominé par le patriarcat. Et je voulais vous dire qu'il y aura un épisode très rapidement, même plusieurs d'ailleurs, sur ce thème, avant la fin de la saison, donc vous serez satisfaite et satisfait sur ce thème-là. Donc clairement, la montée de la masculinité toxique a de quoi nous faire douter de notre capacité à élever des futurs humains empathiques, attentionnés, capables d'être vulnérables et forts à la fois sans ressentir le besoin d'écraser l'autre genre. Donc c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'il y a la série Adolescence qui est sortie sur Netflix. C'est une série qui a bouleversé les réseaux sociaux, qui a pété tous les scores de visionnage sur la plateforme. C'est la série qui, moi j'espère, va faire bouger les lignes. En fait, cette série, elle vient pointer du doigt, si vous ne l'avez pas regardée encore, les travers de notre société moderne, pour moi, en matière d'éducation. On a raté quelques virages, malheureusement. Et c'était avec toute la bonne volonté, la bonne intention des adultes, mais ça a produit ce qui est en train de se passer de temps en temps. Cette série Adolescence, elle est basée sur des faits réels, même si elle ne décrit pas un fait réel, d'un jeune garçon de 13 ans qui en vient à tuer une de ses camarades de classe qui a 13 ans, qui passe à l'acte, et parce que il est entouré d'une société assez masculiniste et qu'il est perdu. En fait, le principal problème qui est pointé du doigt, pour moi, il y en a 2, mais il y en a un, d'abord, c'est les ados hyper connectés qu'on a laissés complètement seuls face à des contenus nocifs et inappropriés pour leur âge. J'avais d'ailleurs enregistré un épisode entier sur ce phénomène où je parle, moi, de cette génération anxieuse. C'est l'épisode 192, il y a le lien dans les notes, si ça vous intéresse. Alors moi, personnellement, je l'ai vue, cette série, elle m'a retournée un petit peu, parce qu'elle est d'une justesse extrême.
Voilà, c'est un chef-d'œuvre au niveau de la réalisation, du jeu des acteurs, clairement. Rien que sur ça, ça vaut le coup de regarder. Je n'aime pas du tout me mettre devant une série qui m'angoisse, qui est difficile à regarder. Et pour autant, celle-ci, je la trouve très importante. Et j'ai aussi trouvé que c'était pas dur à regarder. Ça ouvre les yeux, c'est passionnant, mais j'ai pas trouvé que c'était... si, ça peut retourner. Je veux dire, ça donne plein d'émotions, mais je pense qu'on est toutes et tous câblés, à part si on a vécu un drame similaire, évidemment, pour pouvoir encaisser cette série et la regarder parce qu'elle est extrêmement bien amenée, tournée. Vraiment, c'est ce que je disais, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je trouve, je suis pas très bonne en art, mais elle est bluffante, cette série. Et donc, je disais, c'est la première chose que cette série pointe du doigt comme problème, c'est les ados hyper connectés. La deuxième, c'est l'inverse, c'est la déconnexion des adultes et des ados, qui est extrêmement forte dans cette série et qui, je crois, malheureusement, c'est un peu banalisé dans nos sociétés modernes. Parce qu'on comprend parfaitement pourquoi les liens d'attachement, si vous connaissez la théorie de l'attachement, si vous écoutez ce podcast, je crois que vous les connaissez, on comprend que les liens d'attachement sont fondamentaux pour que nos enfants grandissent en étant vus, entendus, protégés du monde virtuel pour ne pas basculer dans l'obscurantisme. Parce que ce que je disais là, les parents sont déconnectés de leurs enfants, ils leur fournissent des ordinateurs, des téléphones portables et ils ont la sensation que leurs enfants sont en sécurité puisqu'ils sont à la maison. Ils ne sont pas dehors à traîner, je mets des gros guillemets dans la rue. Sauf que ces adultes-là, ils ont lâché l'affaire avec les enfants, ils les ont mis devant des écrans et c'est ce qui se passe dans la série. Quand on voit les salles de classe, il y a, je sais pas, une majorité de professeurs qui fait cours avec un film. Voilà. Il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus de limites avec ces enfants et c'est flippant de voir ça. Et en même temps, ça explique beaucoup de choses. Moi, je le redis encore une fois, en tant que parent, on a ce pouvoir de les entourer de manière sécure pour qu'ils grandissent en étant épanouis avec une communication. Là, on sent des ados dépassés qui ne communiquent plus avec leurs parents. Enfin, c'est même pas les ados qui sont dépassés d'ailleurs, c'est les parents qui sont dépassés et les ados qui rentrent dans un mutisme où il y a un trou béant entre ce que vivent les adolescents et ce que pensent que les parents... Et ce que les parents pensent que leurs adolescents vivent. Et c'est vraiment problématique. La communication, c'est la clé. Et donc oui, nous, on a ce pouvoir de les sécuriser. On ne peut pas tout contrôler, c'est une évidence. Mais on a un pouvoir. Et je crois que c'est sur ce thème-là, sur la masculinité toxique, on a un motif d'espoir. C'est que, premièrement, il y a de plus en plus d'établissements scolaires qui prennent la mesure des problématiques liées aux réseaux sociaux et au téléphone. Donc qui sont interdits dans la journée. L'Australie, si vous l'avez suivi, vient d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Elle met la pression aux géants de la tech. Le Premier ministre britannique a vu la série avec ses 2 garçons adolescents et donc il voudrait maintenant que dans tous les établissements, on visionne cette série, qu'il y ait des choses qui se passent au niveau du gouvernement et des lois. Donc il y a une prise de conscience des adultes en ce moment même. Je ne sais pas si vous regardez sur les réseaux sociaux, mais il y a de plus en plus d'hommes avec des larges plateformes ou qui ont une influence, qui sont puissants, en tout cas dans le monde anglo-saxon, on les attend encore les Français, mais qui refusent de s'identifier à cette masculinité toxique, qui prennent la parole publiquement sur les réseaux sociaux, dans les podcasts, à la télé, pour montrer leur vulnérabilité, pour défendre le féminisme, et surtout pour donner un autre visage au fait d'être un homme, et que c'est ok en fait de ne pas correspondre aux standards extrêmement machistes que développent les Andrew Tate et consorts, qui fait beaucoup de mal à la jeunesse. Je crois qu'on peut se dire que les adultes, encore une fois c'est un motif d'espoir, prennent enfin la route de l'engagement, sortent de ce désengagement passif dont ils ont fait preuve ces dernières années. Et c'est là vraiment que je veux pointer du doigt notre rôle qui devient crucial et qui donne de l'espoir. C'est là d'où la lumière peut émaner. C'est l'éducation. L'éducation reste l'un des outils les plus puissants pour transformer la société, surtout en ce qui concerne les relations entre les garçons et les filles. Ça aura un effet boule de neige que vous faites dans la petite enfance, dans l'enfance, pour ensuite arriver à l'adolescence, parce que l'éducation, c'est le socle. C'est le socle, et par vos actions, par vos comportements, vous allez influencer vos enfants et de manière positive, j'en suis persuadée.
Pour un petit peu aller plus loin et vous dire ce que vous pouvez mettre en place pour enclencher des leviers de changement, parce que c'est bien beau de dire on a du pouvoir, mais on fait comment ? Bon, il y a des choses assez simples qu'on peut mettre en place, et sûrement que vous le faites déjà, mais parfois un petit rappel, ça redonne un petit entrain, un petit élan. Parce que quand on est parent, on prône des valeurs de respect, évidemment, d'égalité, mais en fait, souvent on oublie de les appliquer nous-mêmes devant nos enfants. Et c'est là où c'est puissant. Je vous donne un exemple. Si dans une conversation familiale, vous sentez que ça dérape, vous savez, le dîner de Noël, le repas de Pâques, là, et que vous avez le courage de prendre la parole, d'affirmer vos choix et vos prises de conscience politique contre les blagues racistes de tonton ou contre le sexisme affiché de votre tata, qu'est-ce que vous faites ? Vous montrez à vos enfants que c'est OK de faire entendre son point de vue quand on n'est pas d'accord, de défendre des valeurs et de les mettre dans des situations réelles de ce que ça veut dire défendre les minorités les plus opprimées et de vouloir offrir un monde meilleur. En fait, nos enfants, vous le savez, je le dis tout le temps et je suis la première à me dire « Ah oui, ça sert à rien que je le dise, vaut mieux que je le fasse ». Nos enfants apprennent par nos actions. S'ils vous ont vu faire, s'ils vous ont vu dire des choses qui sont impactantes à d'autres, dans des situations particulières données, ça va leur donner eux-mêmes le courage de s'opposer quand il y a du harcèlement à l'école, quand il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas OK. Donc vraiment, faites-le. Faites-le si ce n'est pas pour vous parce que le courage est trop difficile à avoir, faites-le pour vos enfants. Dites à votre grand-père, à votre conjointe, à votre... peu importe, quand vous n'êtes pas d'accord et que ça vous blesse et que vous pensez que là, la conversation dérape. Parce qu'on est un petit peu trop passif, je m'inclus aussi dedans, parfois, face à la meute, à la foule. On est des êtres sociaux, on n'aime pas trop être en contradiction avec tout le monde, ça nous exclut du groupe et c'est difficile. Mais on le doit bien à nos enfants, je crois, parce qu'on est un virage. Je vous parlais des eaux troubles, faisons en sorte que l'eau claire revienne. Alors ça, c'est la première façon, donc c'est de vous imposer et de donner à voix haute votre opinion. La deuxième, c'est en mettant en avant des modèles positifs de masculinité. Vraiment, je crois que là, on ne peut pas faire mieux là-dessus. Nos enfants, on a besoin qu'ils soient entourés d'hommes qui pleurent, d'hommes qui ne sont pas toujours en colère, mais qui sont capables d'exprimer plein d'autres émotions. Et c'est pas évident, c'est pas obligé que ce soit le papa, ça peut être les oncles, ça peut être les entraîneurs de sport, ça peut être des profs, ça peut être les parents d'amis, mais le plus possible leur donner des modèles d'hommes dans notre entourage qui ont cette qualité d'empathie, de soin, de respect. Ça peut aussi être des personnages historiques dont on lit les histoires, ou des personnages de fiction, mais en tout cas d'exposer nos enfants à cette vision de la masculinité pour les aider à s'identifier et encourager aussi ces hommes-là à dire à haute voix que c'est OK d'être une femme et d'être un leader, de le reconnaître. Ça peut vraiment aider les garçons à comprendre des valeurs d'égalité, d'équité en tout cas, et que ça ne fasse pas peur une femme qui a du pouvoir. Et ça, dès la petite enfance. On ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, demander aux pères de ma génération, notre génération, d'être parfaitement équitables quand eux-mêmes n'ont pas eu d'exemple de pères qui changeaient les couches, prenaient part à l'éducation. Ça peut pas... Enfin, ça peut évidemment, mais la grande majorité n'arrivera pas à changer de paradigme en une génération. Ça va prendre plus longtemps, malheureusement, mais ça peut être nos enfants, donc tant mieux. On ne peut pas demander, je le dis souvent, mais nous les femmes, on grandit avec l'idée qu'on va devoir s'arrêter de travailler parce qu'on va avoir des enfants pour notre congé maternité. C'est ancré, c'est acté, c'est comme ça. Nos conjoints n'ont pas grandi avec cette idée. Il faut vraiment le rappeler. Nous pouvons accéder à un congé pour les pères que depuis juillet 2021, donc nous sommes la première génération à en bénéficier réellement. Et parfois, c'est complexe de changer ça pour une génération. Parce que je vais le redire, nos petits garçons vont grandir avec l'idée que les pères s'arrêtent 1 mois au minimum. J'espère que quand eux sont pères, ce sera plus. J'en suis sûre même. Mais aujourd'hui, ça reste difficile pour eux. Donc plus on a
de modèles autour de nous qui transmettent ce savoir-là, qui transmettent ces idées d'empathie, de soins, de respect, de valeur, d'égalité, on ne réussit pas que au travail pour les hommes, on peut s'épanouir ailleurs, à l'extérieur du travail, on peut s'épanouir dans la vie de famille. Plus on va faire ça, plus nos petits garçons et nos petites filles vont grandir de manière sereine, j'en suis sûre. Autre chose que vous pouvez faire, c'est parler avec vos enfants de manière ouverte des inégalités, des injustices. Questionner. Moi, c'est vrai que j'aime pas trop regarder des dessins animés hyper sexistes, mais quand on le fait, je pose toujours la question à mes filles, mais vous trouvez que c'est normal que la princesse, elle attende le prince pour vivre sa vie ? Vous trouvez que c'est normal, c'est toujours la belle-mère qui est la méchante ? Vous trouvez que c'est normal de taper les enfants, de mal parler aux enfants ? Voilà, comme ça, je suis tout le temps en train de les faire se questionner sur ce qu'elles voient pour qu'elles puissent d'elles-mêmes verbaliser les inégalités et les problématiques. Donc, si des sujets comme le féminisme, la masculinité toxique, ou les inégalités sont abordés à la maison, ça offre une opportunité pour les enfants de poser des questions. Parce que là, c'est moi qui pose des questions dans le dessin animé, mais des fois, c'est bien que ce soit eux qui posent des questions. Ma fille, elle me dit toujours, mais c'est pas juste, c'est pas normal, pourquoi ? Ça me ravit de savoir qu'elle a cette conscience-là déjà à 7 ans et demi. Et donc, ça leur permet de commencer à réfléchir à ces problématiques sous leurs propres angles, en fait, avec leurs propres réflexions. Et des fois, c'est tellement intéressant de les entendre. Donc, ce dialogue, pour moi, il est essentiel à la maison pour qu'ils développent un esprit critique. Je trouve qu'il y a des livres incroyables pour les enfants qui abordent ces thèmes. Je pense notamment à la collection Petite et Grande, mais aussi à Histoire du soir pour les filles rebelles. Et je vous recommande plus la sélection de livres faits par Anaïs du compte Parisian Avor, qui a été une de mes premières invitées il y a 5-6 ans. Je vous mets le lien. Anaïs, elle avait fait toute une sélection de livres sur son blog qui s'appelle Livres antisexistes pour les enfants de 3 ans à 7 ans. Donc vraiment, je vous encourage à aller cliquer sur le lien pour aller acheter ces livres parce qu'elle a fait un super travail. Et chez nous, on lit beaucoup de livres féministes pour leur apprendre que ça passe à travers les histoires aussi. C'est de manière un petit peu plus indirecte. Et puis c'est fun aussi. Et puis moi, je suis une femme. J'adore quand mon mari lit des histoires féministes. Je sais que ça lui fait travailler lui aussi ses propres biais et se remettre en question. Ensuite, vous pouvez aider à favoriser leur expression individuelle pour vos enfants, surtout les petits garçons. Autorisez-les, encouragez-les, vos petits garçons, à exprimer leurs émotions, à développer leur propre opinion, leurs besoins, leurs désirs, sans crainte de se conformer à des attentes sociales hyper restrictives, c'est-à-dire qu'il n'y a que la colère, on ne pleure pas, qu'ils doivent être toujours dans la bataille, dans l'affrontement. Non, il y a plein d'autres choses où ils peuvent exprimer qui ils sont, les petits garçons. Ça s'applique évidemment aux filles qui ont des attentes très particulières envers elles. Mais ça développe en fait leur autonomie émotionnelle, leur capacité à se définir en dehors des stéréotypes. Accueillez qui ils sont à bras ouverts et encouragez-les dans ce qu'ils aiment eux et elles. Pour pas les forcer à dire les petits garçons c'est au foot et les petites filles c'est au dessin ou je ne sais pas quoi. Les cours d'école sont déjà tellement genrés que c'est bien si à la maison on peut essayer de dévier un petit peu ces trajectoires structurelles. Vous n'y êtes pour rien, qui sont inhérentes à la façon dont nos sociétés sont bâties aujourd'hui. Puis une dernière chose que vous pouvez faire, bon ça je pense qu'on est plein à avoir essayé, on a galéré, mais quand même, c'est proposer des alternatives aux normes de genre dans les jouets et activités, quoi. La cuisine c'est pour tous les enfants. Franchement c'est moi on a une petite cuisine chez nous depuis 7 ans maintenant. Chaque enfant qui rentre dans notre maison va direct jouer à la cuisine, fille ou garçon, on s'en fiche. Donc vraiment, c'est très simple, c'est très puissant. Les aider là-dedans, en tout cas pour les garçons au moins à ouvrir leur ouverture émotionnelle, c'est les livres, les activités qui sont pas assignées à un sexe, c'est leur offrir des poupons, c'est leur offrir des petites poussettes, c'est leur montrer comment on prend soin des mallettes de docteurs, de doctoresses, d'infirmières. Ils ont besoin de ça, d'être autorisés dans la sphère familiale, à pouvoir explorer, à pouvoir comprendre ce que ça veut dire et pas seulement jouer avec des camions de pompiers et des voitures. Même si c'est ok de le faire, c'est bien d'avoir juste les deux. Chez nous, il y a des camions de pompiers et il y a des poupées pour mes filles. Il y a des ballons dans tous les sens chez nous. Elles adorent jouer aux ballons, mes filles. Bon, aussi, elles passent leur vie à faire de la gym, on est bien d'accord. J'ai quand même des stéréotypes très forts chez moi, sans le vouloir. C'est comme ça. Ce que je vous le disais, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Mais si on leur offre d'autres options, on fait notre taf, en fait, en tant que parents. Et on modélise des comportements plus ouverts, bienveillants.
Je sais aussi que c'est dur à l'intérieur des familles quand nos conjoints, nos maris, si on est dans des familles hétérosexuelles, n'ont pas été élevés pour pleurer, pour montrer leurs émotions, à part la colère, pour nommer ce qui ne va pas. Donc ça, c'est aussi un travail au quotidien de faire en sorte que leur représentation masculine soit le plus ouverte émotionnellement possible, et peut-être que ça passe par de la thérapie pour les parents, de la thérapie de couple pour les parents, de la thérapie tout court pour les pères. Mais si on fait des jeux sur les émotions, un truc tout simple que moi j'ai mis en place à la maison, c'est de dire qu'est-ce que tu as aimé ou pas dans ta journée aujourd'hui, parce que ça permet de verbaliser et de humaniser les parents auprès des enfants, parce que nous aussi on joue à ce jeu, donc ils nous voient réfléchir à notre journée, pointer du doigt ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, donc on redescend de notre grade de parents tout-puissants à leurs yeux, et on les autorise à nommer ce qui n'a pas été et à apprécier pour cultiver cette joie qu'on doit amener à l'intérieur d'un foyer. Alors je sais, c'est dur d'être parent, je vais conclure comme ça, c'est dur de porter le poids du monde sur nos épaules, de se sentir impuissant et impuissante, de se dire que on a un grand rôle à jouer et que c'est pas évident, mais sincèrement, rappelez-vous, la base de tout, c'est l'éducation. Notre levier le plus puissant pour donner espoir à nos enfants, c'est l'éducation. Pour espérer un monde meilleur, c'est l'éducation. On a ce pouvoir ultime de les ouvrir à un monde qui va être plus juste, de les encourager à s'opposer quand c'est pas ok. On a le pouvoir ultime aussi de voter, de faire bouger les lignes au niveau de la politique, de s'investir dans nos communautés au niveau local, de demander à nos députés et députées, hommes et femmes, de faire changer les lois. Il y a quand même un motif d'espoir là-dessus, c'est que on peut, en fait, à notre niveau, à notre échelle locale, parce qu'après, c'est un effet boule de neige, évidemment, et tant mieux. Donc déjà, je tiens à vous le dire, merci d'écouter ce podcast, parce que c'est ce que je propose à travers mes invités, ce qui veut dire que moi, ça me donne espoir, parce que je vois les chiffres, on est à bientôt 17 millions d'écoutes de ce podcast, il y a des centaines de milliers de parents qui veulent changer les choses, et c'est incroyable, je trouve, parce que si on n'écoutait que les informations, on se dirait qu'il n'y a rien qui change, et c'est pas le cas. Donc bravo à vous, vous pouvez être très fiers de vous, de réussir à vous ouvrir, de réussir à avoir une autre vision et de l'éducation et du monde en fait, parce que ce que vous implémentez, vous êtes en train de mettre en place à la maison, je fais un anglicisme je crois, ça va avoir des répercussions et un effet papillon derrière, donc bravo si vous êtes des petits colibris de la parentalité. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous ressortirez de cette écoute un petit peu plus galvanisé et pumped up pour vous dire ça va le faire. Je suis moi trop fière de porter le drapeau de ça et d'aider à vous emmener. Je suis pas la seule du tout, mais c'est ce qui fait aussi que j'adore mon travail, c'est que je sais que ça a un impact et que ça a des répercussions, donc ça me chauffe le cœur quand je vous croise et que vous me dites que ça a changé votre façon d'élever vos enfants, que vous en parlez à tout le monde, que vous essayez, à votre petit niveau de faire changer les choses. Donc bravo et merci. Et puis prenez soin de vous, parce qu'on ne peut pas changer le monde sans prendre soin de soi. C'est une évidence. Et puis je vous dis à vendredi. À très vite. Prenez soin de vous encore une fois.